Karim Masbous de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureux d'être à ce colloque organisé par la Société française des architectes. Je suis politologue et je vais néanmoins oser vous parler un peu d'architecture, mais en mêlant à l'architecture, à sa compréhension évidemment, de la sociologie politique. Avec une présentation qui va être très marquée par cet aménagement urbain particulier qu'est le Louvre Abu Dhabi. Donc, que j'ai intitulé « La cité miroir, autoritarisme, architecture et urbanisme dans la mondialisation de l'après-guerre froide, le cas d'Abu Dhabi, principauté du Golfe Persique ». Dessiné par Jean Nouvel, le Louvre Abu Dhabi a été inauguré le 8 novembre 2017, sur une île qui se trouve au large des Émirats arabes unis. Il est un réservoir d'objets d'art et d'archéologie, ainsi qu'un bâtiment, tous propices à l'analyse en histoire de l'art et de l'architecture. Mais il est aussi un objet d'étude pour la science politique. Telle a été ma perspective dans le cadre d'une thèse de doctorat entre 2007 et 2013 sur les musées dans les principautés du Golfe Persique. Un livre en a été extrait qui s'intitule « Le miroir des cheikhs, musées et politique dans les principautés du Golfe Persique ». Il a été publié en 2017 et vous voyez que je fais déjà usage de ce terme miroir, qui est apparu à cette occasion, qui n'était pas là encore en 2013. Ma méthode a été celle de l'enquête ethnographique de terrain, qui mêle observation participante et beaucoup d'entretiens, ainsi que la politique comparée des principautés côtières du Golfe Persique entre elles, pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène, dont le Louvre Abu Dhabi est une des pièces maîtresses, ne s'observe que dans deux d'entre elles, le Qatar et Abu Dhabi. Effectivement, seuls le Qatar et Abu Dhabi se sont lancés dans la conception et la mise en œuvre de projets de musées, mais aussi de stades et d'universités de même fabrique que le Louvre Abu Dhabi, caractérisés notamment par une très forte visibilité internationale. S'agissant des musées comme le Louvre Abu Dhabi ou le musée d'art islamique de Doha, qui est son pendant qatarien, une sorte de le Louvre Qatar, j'ai parlé de musée miroir pour insister sur la réflexion par ces projets des attentes de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord vis-à-vis du monde musulman contemporain. Je propose aujourd'hui de poursuivre une démarche qui était déjà balbutiante dans ses travaux antérieurs, et cette démarche est celle de la géographie politique, et non plus seulement de la sociologie politique. Dans cette perspective, le Louvre Abu Dhabi est une nodosité. Pour une géographie du pouvoir, publié en 1980 par Claude Raffestin, l'auteur définit les nodosités comme des discontinuités fondatrices d'une différenciation non pas offerte par l'espace, mais inventée par les hommes. Elles sont le produit d'une relation de pouvoir et elles produisent à leur tour des relations de pouvoir, et en particulier de la centralité et de la marginalité. Ces termes, Raffestin les préfère à centre et périphérie, en raison de leur prise en compte de l'aspect dynamique des rapports de force. Le Louvre Abu Dhabi en tant que nodosité est effectivement lié à la redéfinition des centralités et des marginalités spatiales, mais aussi sociales et politiques aux Émirats arabes unis. Cette redéfinition a eu lieu en lien avec deux événements historiques proches dans le temps. La guerre du Golfe de 1990-1991 et la succession de l'émir d'Abu Dhabi, le cheikh Zayed, qui est mort en 2004. Cette transformation des relations de pouvoir peut se lire dans l'espace à deux niveaux, qui seront successivement envisagés, l'un davantage que l'autre, l'architecture et l'aménagement urbain. Elle s'est faite au détriment, à ces deux niveaux, de la formation dans les années 80 aux Émirats arabes unis d'une classe moyenne fonctionnalisée. Je propose aujourd'hui d'envisager le concept de cité miroir avec vous, qui, en sus de la ville moderne d'Abu Dhabi, se détache du territoire national et spatialise depuis des espaces marins une nouvelle communauté politique qui s'étend
à Paris, Londres et New York, depuis Abu Dhabi. Une communauté politique qui éclipse la communauté nationale dans les représentations de la principauté en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, là où depuis les années 90 se construit de plus en plus la définition du pouvoir dans les principautés du Golfe Persique. Alors, commençons par les niveaux de mise en perspective politique du Louvre Abu Dhabi, ce qui va me conduire à revenir sur mon travail en sociologie politique, pour dans un deuxième temps nous aventurer au plus près de l'architecture. Le Louvre Abu Dhabi a été imaginé vers 2004, année charnière dans l'histoire politique de cette principauté, qui est l'une des 7 composantes d'un État fédéral, les Émirats arabes unis, formés en 1971. Le 2 novembre 2004, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi depuis 1966 et à ce titre président des Émirats arabes unis, est mort. Il passe pour avoir eu 9 femmes qui lui auraient donné 30 enfants, dont 19 garçons. La lutte pour sa succession débuta au sein de cette progéniture durant la décennie précédant sa mort, les années 90. Elle vit émerger 3 demi-frères. Ces 3 fils aînés, nés cependant de 3 mères différentes. Or, c'est le plus jeune d'entre eux, né en 1966, qui s'est progressivement imposé. Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que vous voyez ici à gauche de cette photo, qui est une des images les plus diffusées en lien avec l'inauguration du Louvre Abu Dhabi. C'est le seul représentant ici de la famille régnante d'Abu Dhabi sur cette représentation du musée à son inauguration. Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui en 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, n'était toujours que le prince héritier d'Abu Dhabi et le chef du gouvernement local d'Abu Dhabi, s'est emparé de la plupart des leviers du pouvoir dans les années 2000 et 2010, contre ses 2 frères aînés. Le qualificatif d'homme fort des Émirats arabes unis, ou homme fort d'Abu Dhabi, qui lui est depuis appliqué dans la presse en langue française, rend compte de ce décalage entre ses titres officiels et la réalité du pouvoir aux Émirats arabes unis. Le projet Louvre Abu Dhabi n'émane cependant pas de Mohammed bin Zayed lui-même, mais de sa faction princière. Il a été imaginé vers 2004 par le plus jeune de ses 5 frères germains, Abdallah bin Zayed, que vous voyez ici, c'est l'avant-dernier en partant de la droite. Né en 1972 de la même mère que Mohammed bin Zayed, Fatima bint Mubarak al-Kitbi, qui est dite avoir été l'épouse favorite de leur défunt père, Abdallah est l'un des membres de la faction princière dite des Bani Fatima, c'est-à-dire des enfants de Fatima. Il est le plus jeune d'entre eux. Il est, depuis 2006, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Mais il a lancé le projet alors qu'il était ministre en charge des affaires culturelles. Il a été le ministre de la Culture et de l'Information des Émirats arabes unis de 1997 à 2006, un ministère dans lequel il était entré dès l'année 1995. La conquête du pouvoir par les Bani Fatima, ces enfants de Fatima, ne s'est pas uniquement jouée entre demi-frères en rivalité pour la succession. Elle a également consisté en une conquête des domaines des grandes tribus d'Abu Dhabi qui étaient affidées à l'ancien émir, qui leur avait accordé, en échange de leur soutien, des prébendes dans le cadre d'un exercice du pouvoir qui était beaucoup plus collégial qu'aujourd'hui. Lorsque le cheikh Abdallah bin Zayed était ministre fédéral en charge des affaires culturelles, la vie culturelle à Abu Dhabi, qui est quand même la capitale de l'État fédéral et de la principauté la plus riche, celle qui concentre l'essentiel des réserves de pétrole des Émirats arabes unis, à plus de 90% de ces réserves,
eh bien, la vie culturelle dans cette ville d'Abu Dhabi lui échappait, bien qu'étant le ministre de la Culture à échelle fédérale. Car comme prévu par le cadre juridique de cette fédération, chaque principauté y jouit d'une très grande autonomie politique, en dehors des questions de défense et de sécurité. Mais un autre facteur est à mentionner qui a donné au projet Louvre Abu Dhabi son ressort initial et qui a à voir avec les luttes pour la conquête du pouvoir en dehors des demi-frères. À Abu Dhabi, la structuration de l'espace public par les arts et les lettres a eu pour foyer à la fois spatial, social et administratif un lieu nommé la Fondation culturelle, El Mujamma El Thaqafi, qui a été inauguré en 1981. Financée par la rente pétrolière d'Abu Dhabi, que contrôlait l'émir au pouvoir, la présidence de cette organisation avait été accordée à Ahmad el-Souweidi, chef suprême de l'une des plus puissantes tribus d'Abu Dhabi, les Soudan, pluriel d'al-Souweidi, son nom de famille. Ahmad el-Souweidi, qui est né dans les années 1930 à Abu Dhabi, a reçu au Caire une éducation formelle de type moderne, et il a été ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis de 1971 à 1990. Il a par ailleurs été un artisan de tout premier plan de l'indépendance et de la formation des Émirats arabes unis en 1971. Oui, c'est un personnage de très haut rang et de très grande surface à l'échelle dans le domaine politique. En 1991, donc alors qu'il était président de cette fondation qui a vraiment été créée sous son égide, il chercha à transmettre le contrôle de la fondation culturelle à son propre fils, Mohammed, qui était sorti diplômé de l'Université de Californie en 1982 et qui avait intégré cette même fondation en 1987. Il devint en 1991, ce fils, Mohammed el-Souweidi, le secrétaire général de la fondation culturelle et lui donna un rayonnement non seulement national à l'échelle des Émirats arabes unis, mais aussi régional à l'échelle du monde arabe et au-delà du monde islamique et en tout cas de cette Asie de l'Ouest qui inclut la Turquie et l'Iran, en plus du monde arabe. Sa politique, la programmation culturelle de cette fondation était centrée sur le livre et le cinéma, mais également ouverte aux beaux-arts et aux arts vivants, jusqu'au ballet. Donc c'était vraiment une vision très libérale et moderne, au sens où on l'entend communément, de la culture. Au moment où il était au ministère de la Culture, le cheikh Abdallah, cette fois-ci revenons à ce prince de la faction des Bani Fatima, qui sont en pleine conquête du pouvoir dans les années 90-2000, au moment où disparaît l'ancien émir, leur père, le cheikh Abdallah, qui est au ministère de la Culture, se trouve confronté au refus d'Ahmad el-Souweidi et de son fils Mohammed de lui laisser prendre le contrôle de la fondation culturelle, qui était en fait une sorte de ministère local de la culture à l'échelle de la principauté d'Abu Dhabi. Et c'est dans ce contexte que le cheikh Abdallah imagina un projet culturel à même d'éclipser la fondation culturelle par un rayonnement culturel international beaucoup plus grand. L'idée d'un musée nommé Louvre à Abu Dhabi est née dans ce contexte de concentration des leviers du pouvoir par les Bani Fatima. Et il s'appuie à l'échelle microsociale sur la tension qui est apparue entre Abdallah bin Zayed et Mohammed el-Souweidi autour du contrôle de la vie culturelle publique à Abu Dhabi, autour de ce bâtiment. Mais finalement, une réduction du budget alloué à la fondation finit de pousser Mohammed el-Souweidi à la démission en 2006. En 2009, la Fondation culturelle, dont vous voyez ici une photographie prise au tout début des années 80, ferma ses portes au public et ne rouvrit ses portes après un réaménagement interne que 10 ans plus tard. Entre-temps, entre 2009 et 2019, Ahmad et Mohammed el-Souweidi avaient disparu de la scène culturelle et politique des Émirats arabes unis.
Cette concentration du pouvoir n'a pas uniquement concerné les élites de haut rang, qu'il s'agisse de princes ou des grandes tribus affidées à cette famille régnante dans son ensemble. Elle a également touché la classe moyenne émirienne. Et il faut commencer par dire que celle-ci existe, tant domine la croyance inverse en sciences sociales, une croyance entretenue par le discours officiel des familles régnantes aux Émirats arabes unis et dans les principautés voisines. Cette classe moyenne, trop méconnue des représentations savantes des principautés du Golfe Persique, s'est formée dans les années 1970 et elle est arrivée rapidement à maturation dans les années 80, depuis la fonction publique. Le développement du modèle européen de l'État moderne, avec sa bureaucratie moderne légale, pour reprendre les termes de Max Weber, a donné de l'autonomie politique aux employés de l'administration publique. Une autonomie qui n'avait pas été anticipée par la famille régnante. Il est possible, à compter des années 80, de parler de classe moyenne fonctionnalisée aux Émirats arabes unis, tout comme dans les autres principautés du Golfe Persique. Or, le Louvre à Abu Dhabi a été développé à part de cette bureaucratie, qui à Abu Dhabi, entre 2004 et 2007, au moment de la conception du projet, était formé des employés de la Fondation culturelle, qui a été fermée l'année même où a été rendu public le projet Louvre Abu Dhabi. Donc ce Louvre Abu Dhabi a été développé à part de cette bureaucratie culturelle, employée par la Fondation, localement à Abu Dhabi, et à l'échelle fédérale par le ministère en charge des affaires culturelles de l'État souverain des Émirats arabes unis. Cette classe moyenne fonctionnalisée émirienne, spécialisée dans l'action culturelle publique depuis les années 1970, a été totalement exclue de la conception, mais aussi par la suite de la mise en œuvre et depuis 2017 de la gestion du Louvre Abu Dhabi. Ce musée a été développé et reste porté par une organisation nommée Abu Dhabi Tourism Authority, l'ADTA, qui en 2012 a été renommée ADTCA par adjonction du mot culture à son nom et à son sigle. Or, cette organisation, ADTCA, a été formée précisément en 2004, l'année de la disparition du Cheikh Zayed. Et c'est cette organisation qui a été le lieu pour imaginer ce musée nommé Louvre à Abu Dhabi. Or, l'ADTCA n'a aucun lien avec le ministère émirien de la Culture. L'ADTCA est une agence, ou pour utiliser une terminologie anglo-saxonne, une quasi-non-governmental organization. L'agencification des politiques publiques est depuis les années 1980 encouragée en Europe et en Amérique du Nord par le New Public Management d'inspiration néolibérale. Mais à Abu Dhabi, elle a pris des formes inconnues dans l'espace euro-américain. L'autonomisation a signifié pour elle la substitution massive de prestataires de services étrangers aux fonctionnaires émiriens, et évidemment d'étrangers qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Une comparaison est ici utile pour prendre la mesure du phénomène. En 2007, suite à l'accord portant création du Louvre Abu Dhabi, signé le 6 mars à Abu Dhabi, l'État français a lui aussi créé une agence, ad hoc, elle aussi, nommée Agence France Muséum ou AFM. Or, cette structure, qui a porté le Louvre Abu Dhabi du côté français et a été l'interlocuteur de l'ADTCA, bien qu'administrativement autonome elle aussi, a été placée sous tutelle du ministère français de la Culture. Et ces agents ont été non seulement de citoyenneté française, pour la quasi-totalité d'entre eux, mais aussi et surtout des fonctionnaires détachés, pour la plupart, et en tout cas pour tous les postes de direction, qu'ils soient administratifs ou scientifiques. Ce recours à l'agencification, au détriment de la fonctionnalisation, ce recours à la prestation de services en lieu et place du service de l'État a contribué à la concentration du pouvoir par les Bani Fatima. Mais il a également permis de diversifier les réseaux de soutien, ou dit autrement de clients, de cette faction à l'étranger. Dans une principauté où tant la production pétrolière que la défense et la sécurité du territoire dépendent des puissances militaires et technologiques d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Le Louvre Abu Dhabi fait partie d'un ensemble de projets de même fabrique que lui
ayant pris la forme d'autres musées comme le Guggenheim Abu Dhabi, mais aussi la forme de stades ou d'universités comme le circuit de Formule 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi qui se déroule sur une île voisine, l'île de Yas, ou la Sorbonne Abu Dhabi qui est installée sur une autre ville voisine de l'île où se trouve le Louvre Abu Dhabi, l'île de Rym, où il a été inauguré en 2009. Tous ces aménagements architecturaux et urbains ont été créés, qui sont de même fabrique que le Louvre Abu Dhabi, ont créé des canaux légaux de redistribution de la rente pétrolière en dehors des frontières nationales. Or, ces canaux de redistribution de la rente, par des projets culturels au sens large, du sport à l'art, en passant par la recherche scientifique, universitaire, ne dessinent pas un système global, ne dessinent pas un système omnidirectionnel. Ils sont très orientés. Ils sont orientés vers des segments précis du reste du monde, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et en leur sein, vers des segments là aussi très précis, les élites sociales, culturelles, qui sont les premiers bénéficiaires de ces accords, non en tant que public rémunérateur, à même de diversifier demain l'économie, mais en tant qu'agents rémunérés, qui participent non pas tant à une diversification à venir de l'économie, mais bien davantage à une diversification des réseaux de clients de la faction qui veut accéder au pouvoir en dehors du cercle autrefois beaucoup plus restreint de la communauté nationale. Dans le monde vu depuis les principautés du Golfe Persique, ces trois États, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, occupent depuis la fin de la guerre du Golfe une place particulière. Guerre du Golfe qui est la traduction locale de la fin de la guerre froide. Ce sont les trois puissances militaires et technologiques sorties idéologiquement vainqueurs de la guerre froide et qui ont dirigé la coalition internationale qui a libéré en 1991 l'une de ses principautés, le Koweït, d'une occupation étrangère, celle de l'Irak. Ce sont ces trois mêmes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se sont vus proposer depuis, d'abord au Qatar et à Abu Dhabi ensuite, un nombre croissant d'accords de prestation de services. Dans cette perspective, qui n'est rien d'autre que l'extension à 3 pays de l'Atlantique Nord du mode de création devenu classique de l'obéissance dans des économies politiques rentières peu fiscalisées, la monumentalité de l'aménagement architectural peut non seulement se lire dans le cadre d'une compétition entre villes pour attirer à elles les flux rémunérateurs de la mondialisation, mais aussi, de manière plus tangible, se comprendre à la lumière d'un besoin de cadre légal pour la redistribution de la rente à des cibles dont le coût de clientélisation est grand et qui requiert le transfert de montants élevés. Cette grille d'analyse qui prend en compte un mode majeur de fabrication de la relation politique à Abu Dhabi vient enrichir le faisceau d'explications des quantités en jeu, mais elle permet également d'éclairer les choix qualitatifs des architectes et de leurs commanditaires. Des choix qualitatifs qui sont marqués par un effet miroir, qui, moi, m'ont conduit depuis 2017 à parler de musée miroir, et aujourd'hui, avec vous, à envisager cet autre concept, celui de la cité miroir. Pour définir l'effet miroir, il faut quitter l'aspect mesurable du phénomène et se focaliser sur la nature des choses. Loin de l'idée de dialogue des cultures ou des civilisations qui donne au texte de l'accord Louvre Abu Dhabi sa perspective politique officielle, le contenu, tout comme le contenant de ce musée, réfléchissent depuis Abu Dhabi un point de vue français sur l'histoire humaine en général et sur les mondes arabes et islamiques dans leurs relations au reste du monde en particulier. L'absence de dialogue n'a pas été un choix de la partie française, mais une contrainte imposée par les Bani Fatima via Lady Tissier. Tout a été fait par cette organisation afin de minimiser les échanges contradictoires souhaités par les Français, qui étaient partie prenante et que j'ai interviewé. Tout a été fait pour minimiser les échanges contradictoires avec des Émiriens, à commencer par l'exclusion de ceux d'entre eux qui s'étaient spécialisés jusqu'alors dans les affaires culturelles de l'organigramme de Lady Tissier. Le Louvre Abu Dhabi n'est pas pour autant une copie de son homologue parisien. Fondé sur une vision anthropologique et non historique de l'universalisme, contrairement à ce qui est le cas au Louvre Paris,
Il a été si innovant sur le plan de son programme scientifique que les idées mûries par ses équipes autour du conservateur français et fonctionnaire Jean-François Charnier ont été reprises pour la Galerie du Temps au Louvre-Lens. Le Louvre Abu Dhabi n'est pas non plus un recyclage des réserves du musée français. À des prêts aussi exceptionnels que la belle ferronnière du Louvre, de la belle ferronnière de Léonard de Vinci, que vous voyez ici dans cette salle du Louvre Abu Dhabi, ou de l'Apollon en bronze du belvédère du prix Matisse, qui est sorti pour la première fois du château de Fontainebleau, pour être exposé à Abu Dhabi en 2017, se sont ajoutés à son inauguration des acquisitions tout aussi remarquables pour l'histoire de l'art mondial que le lion dit de Marisha ou le dragon Stockley. Deux objets fondamentaux pour écrire l'histoire de l'art islamique et celle de l'art chinois. Quant au bâtiment de Jean Nouvel, la perforation, qui est aussi une forme de performance, du dôme pour créer de l'ombre et une cinétique de la lumière rappelle sa façade de l'Institut du monde arabe, construite entre 1980 et 1987. Mais l'architecte a lui-même évoqué à différentes occasions la part d'innovation technologique nécessaire à la construction d'un dôme métallique perforé de 180 mètres de diamètre sur sa base et de 7500 tonnes, reposant sur 3 piliers. Un poids qui est voisin de celui de la Tour Eiffel, qui lui est en fait supérieur. Et à l'abri duquel se crée, sans dispositif de refroidissement, un microclimat dans les allées séparant 55 bâtiments d'exposition et qui sont destinés à exposer les objets et à conserver également les collections. Des bâtiments parallélépipédiques. Et ces photos, je tiens à le dire, c'est moi qui les ai prises. Ce ne sont pas des images de synthèse. Pour que vous vous rendiez compte tout de même de l'effet réellement produit par cette architecture. Et je voudrais avoir un propos un peu plus subjectif, puisqu'on parle d'architecture aussi, de toute sa dimension esthétique, par d'art dans l'architecture. L'expérience de cet espace a été pour moi, à titre personnel, très étonnante. Tant sont rapprochées deux échelles, celle du dôme et celle du corps humain, à commencer par le mien, qui est une de mes manières de mesurer l'espace. À l'occasion d'une première visite effectuée au printemps 2018, mon expérience de l'espace, en marchant dans les allées créées sous ce dôme, fut celle d'un ciel devenu tout d'un coup entièrement lourd, métallique et gris, et qui en démultipliant la lumière du soleil en une myriade d'étoiles, inversait le jour et la nuit. Mais aucune de ces innovations, aucune de ces expériences poétiques, à aucun moment ces dépassements, qu'ils soient intellectuels ou technologiques, n'ont résulté de la confrontation des points de vue, du dialogue annoncé, par l'accord même, le texte juridique, avec des interlocuteurs émiriens, arabes, musulmans, orientaux entre guillemets, asiatiques, puisqu'on est en Asie, comme trop de personnes l'oublient, ou encore de l'ancien tiers-monde que d'aucuns appellent aujourd'hui les Suds. Autrement qu'à l'heure initiale de la commande d'un musée d'art classique, entre guillemets, a Classical Art Museum, formulé devant le Louvre à Paris en 2005, et la même année au ministère français de la Culture, ainsi qu'au ministère français des Affaires étrangères, et à l'Élysée, par Abdallah bin Zayed et son émissaire à l'époque, à Paris, le cheikh Sultan bin Tahnoun Al Nahyan, qui aura été longtemps le président de l'ADTCA. En dehors de ces interactions avec ces deux individus, il n'y aura pas eu d'échange, outre mesure, avec la population émirienne. J'ai ailleurs insisté sur le contenu de ce musée pour en illustrer l'effet miroir. Tournons-nous aujourd'hui vers son architecture. La contextualisation est le concept cardinal de l'œuvre de Jean Nouvel. Beaucoup d'entre vous le savent. Un concept proposé et revendiqué par l'architecte lui-même. De prime abord, la contextualisation semble contradictoire avec un effet miroir.
Mais ce serait oublier que l'effet miroir contient l'illusion d'avoir affaire à autrui, quand il n'y a en réalité qu'un dépassement de soi-même. La description du projet sur le site officiel des ateliers Jean Nouvel, donc vous voyez ici une image et puis une copie d'écran du texte. La description du projet sur le site officiel des ateliers Jean Nouvel a la forme d'un texte court d'environ 2000 signes qui se termine par le prénom et le nom de l'architecte à qui ces mots sont ainsi attribués. Il y est dit du Louvre Abu Dhabi, je cite, « Il veut appartenir à un pays, à son histoire, à sa géographie, sans en être la traduction plate, le pléonasme qui signifie l'ennui et la convention. » Deux modes de contextualisation, terme qui n'est pas présent dans ce texte, y sont évoqués, qui méritent attention, tant ils se trouvent dans d'autres supports de communication de Jean Nouvel, qui s'y réfèrent et en confirment l'importance dans cette multitude de mises en récit du Louvre Abu Dhabi et plus généralement de beaucoup de projets d'aménagement architecturaux. Ces deux modes de contextualisation sont l'histoire architecturale et la géographie physique d'Abu Dhabi. L'histoire architecturale d'Abu Dhabi et la géographie physique d'Abu Dhabi. La contextualisation architecturale, commencerons par elle, passerait par la coupole. Le texte dit « C'est un projet basé sur un signe majeur de l'architecture arabe, de point, la coupole. » Quant à la contextualisation géographique, les mots qui la précisent sont le soleil, la mer et l'oasis. Le texte qui est intitulé « Le musée et la mer » dit, je cite, « La coupole luit sous le soleil d'Abu Dhabi. La nuit, le paysage protégé est une oasis de lumière sous un dôme constellé. Abu Dhabi est nommé comme un site naturel et non comme une ville. Le texte parle d'un archipel construit, je cite, « Il est inhabituel de trouver dans la mer un archipel construit. Et il faut ici que je rappelle que la ville d'Abu Dhabi se trouve sur une île allongée et fait partie d'un archipel au large de la terre ferme de la principauté d'Abu Dhabi. Mais la phrase suivante dissipe tout doute. Il ne s'agit pas de la ville d'Abu Dhabi. Je cite, « Il n'est pas fréquent qu'il soit protégé, l'archipel construit, par un parasol qui crée une pluie de lumière. L'archipel construit n'est pas la ville moderne d'Abu Dhabi, née au XXe siècle. L'archipel construit en question est l'ensemble des 55 bâtiments parallélépipédiques abrités par le dôme du Louvre Abu Dhabi. La ville d'Abu Dhabi, la ville moderne d'Abu Dhabi, qui s'est formée au XXe siècle, est absente du récit des ateliers nouvelles. La seule vue proposée sur le même site, des ateliers Jean Nouvel, propose une vue du Louvre Abu Dhabi qui tourne le dos à la ville et lui substitue le spectacle sans trace architecturale du passé par la mer et le ciel. Cette désertification du paysage par ce Louvre, qui joue déjà un rôle de premier plan dans les représentations internationales du territoire et de la population d'Abu Dhabi, fait table rase d'un passé récent qui a vu émerger des relations de pouvoir que ce bâtiment et d'autres de même fabrique contribuent à défaire au bénéfice des Bani Fatima. La figure du désert est omniprésente dans les nouvelles représentations de ces principautés de bord de mer, pourtant nées autour de cités portuaires ouvertes sur le monde depuis le XVIIIe siècle par le commerce international de la perle d'abord et celui des hydrocarbures ensuite. L'expression « Louvre des sables », initialement utilisée par les contempteurs français du projet, n'a-t-elle pas fini d'être utilisée par ses promoteurs 10 ans plus tard? L'autre musée dû à Jean Nouvel, le long de cette rive sud du golfe Persique, donc là vous voyez une vue aérienne d'Abu Dhabi. Donc là vous avez l'île de Saadiyat avec ici le site de construction du Louvre Abu Dhabi. Vous voyez que la photo que je vous ai montrée, qui se trouve sur les ateliers Jean Nouvel, tourne le dos à la ville moderne, qui est une sorte de Manhattan allongé, avec des tours, des constructions du modernisme et du postmodernisme. En grande abondance, l'île est pleine de ces constructions, suivant un plan en damier. Et pour l'importance de ces représentations d'Abu Dhabi, regardez une photo qui traîne encore, prise avril 2021, alors qu'elle date de 2018,
pas loin d'ici, Havas Voyage, 35 boulevard Raspail. Vous voyez cette affiche, une estase culturelle et moderne, découvrez le Louvre Abu Dhabi. La modernité est une chose qui advient aujourd'hui, et elle n'est plus cette ville qui garde la trace architecturale de l'expérience de la modernité sur au moins 50 ans, qui, elle, disparaît de ces nouvelles représentations d'Abu Dhabi. Alors cette question du désert, donc, vous la retrouvez dans une autre œuvre tout à fait cruciale de Jean Nouvel, qui est l'autre musée qui lui est dû aujourd'hui sur la rive sud du Golfe Persique, le Musée national du Qatar, qui a été inauguré en 2019. Et là encore, c'est une photographie que j'ai prise moi-même, hein, il n'y a pas d'effet image de synthèse. Ce musée national du Qatar est inspiré de la rose des sables. Cette concrétion minérale des zones désertiques, même si cette roche, au dire de mes interlocuteurs qatariens spécialisés dans l'histoire naturelle, est extrêmement rare au Qatar et qu'elle se trouve en bien plus grande abondance dans le Sahara en Afrique. Alors, le temps qui m'est imparti approche de sa fin. Je vais donc passer rapidement sur un phénomène qui, à l'inverse, a consisté en fait à utiliser ces traces de la modernité pour réaffirmer l'existence en fait de rapports de relations de pouvoir, de rapports de force que le Louvre Abu Dhabi tente aujourd'hui à éclipser. Ces dynamiques qui s'appuient sur cette expérience architecturale de la modernité, elles se sont récemment traduites de deux manières différentes, mais dans un passé très récent. La première, c'est ce livre qui devrait paraître cette année, cet été, Building Sharjah. Sharjah étant une des trois grandes composantes des Émirats arabes unis, une de ces principautés qui a vu dans le Louvre Abu Dhabi une mise en éclipse de ses prétentions à être la capitale culturelle des Émirats arabes unis dans les années 80 et 90. Et un membre périphérique de la famille régnante de Sharjah a lancé depuis 2017, à ses propres frais, un vaste programme de recherche qu'il a lui-même financé, auquel il a participé en conduisant lui-même des entretiens, en allant à la recherche des architectes qui ont construit ce modernisme à Sharjah. Donc un membre périphérique de la famille régnante de Sharjah, qui est elle-même une famille mise en périphérie, qui est en marginalité de la centralité politique qui est celle des Al Nahyan, Abu Dhabi et des Bani Fatima, donc a lancé ce programme de recherche qui se traduit par ce livre qui va paraître donc cette année, et une exposition qui n'est pas sans lien avec ce travail de recherche, qui s'est tenue en 2019-2020 dans l'émirat voisin de Dubaï, lui aussi mis en éclipse dans ses prétentions au rayonnement international par la culture, par le projet Louvre Abu Dhabi, l'émirat de Dubaï, où s'est tenue l'exposition Building Bauhaus de 2019 à 2020, enfin 25 octobre 2019, 30 juin 2020, une exposition qui a placé au cœur de ces éléments de discours cette même fondation culturelle d'Abu Dhabi, qui, après ces 10 ans d'éclipse, a été réouverte en 2019, avec tout un travail aujourd'hui qui se crée autour de lui historique, mais qui maintient toujours en éclipse, et dans l'invisibilité la plus totale, Ahmad el-Soueidi et Mohamed el-Soueidi, et si on veut aller plus loin, l'importance d'Ahmad el-Soueidi, qui a été en fait un des 3 grands personnages historiques des Émirats arabes unis au XXe siècle, à peu près au même niveau que l'ancien émir Zayed et l'ancien émir Rached à Dubaï. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alexandre, de nous rappeler. On a l'impression d'être projeté, comme si on était projeté au XVIIe siècle français. On ressent ces grands projets qui ne sont que finalement l'expression de querelles familiales possibles, de lutte de pouvoir. J'aurais une petite... personne ici, je pense, ne maîtrise la cartographie
des personnages dans cette partie du monde, des personnages publics dans cette partie du monde, mais du point d'où on regarde tout cela, et donc de très loin par rapport à toi, je me posais une question s'il n'y avait pas là une sorte un double rapport contraire, c'est-à-dire une sorte de recolonisation sur le plan culturel, parce que, comme tu l'as dit à un moment donné de ton intervention, toutes les personnes, tous les agents clés du Louvre sont des Français. Donc une espèce de recolonisation voulue par ceux qui sont asservis intellectuellement, et en même temps une sorte de relation client-fournisseur, où le client, évidemment, c'est les Émirats, enfin Abu Dhabi, le fournisseur l'Occident. Et donc, comment tu vois cette espèce de double relation contraire, tout cela au service, il faut le rappeler, parce que c'est le thème de ces rencontres, c'est la cité au XXIe siècle, tout cela au service d'une tradition de la cité qui n'a absolument rien à voir avec celle dont l'Occident a hérité, qui est la police grecque, donc une cité qui est née avec la démocratie, alors que toi tu viens nous parler d'une espèce de machinerie, on revient à la machine, une autre machine, très exotique pour nous, au service d'une autre tradition qui rappelle ce premier mot par lequel tu as commencé, l'autoritarisme. Un mot qu'on a presque tendance à désirer quand on regarde les affres du participatif en matière d'urbanisme. On a presque un retour, un désir d'une sorte de volonté plus verticale et d'une délégation et d'une représentation de l'aménagement de la ville, mais ça nous amène un peu trop loin. Mais voilà, je te pose cette question, est-ce que ceux qui travaillent sur tout ça sont-ils conscients de ce chiasme dans les rapports de pouvoir, ou pas du tout? Alors pour partir de ton dernier propos, conscient non, puisqu'en fait, jusqu'à la parution de mon livre, à la présidence du Louvre à Paris, qu'on peut désormais appeler un Louvre-Paris, ils n'étaient pas au courant de l'identité du père du Louvre Abu Dhabi. Et pour moi, c'était très instructif en tant que politologue. Ça montre combien le pouvoir est là-bas et pas ici. Ils savent, ils ont une connaissance très fine de la vie politique à l'intérieur de ces trois puissances, françaises, américaines et britanniques. Alors que, même en sciences politiques, on ne sait toujours pratiquement rien du fonctionnement politique interne de ces États. Et l'identité, la part dans ce projet du Cheikh Abdallah a été conservée secrète jusqu'à la parution du livre, dans l'espace public qui est généré, qui est produit par le projet Louvre Abu Dhabi. Et moi, j'ai eu l'occasion de vérifier que c'était bien lui. Il y avait 2-3 personnes à Paris qui étaient au courant, des gens qui avaient participé initialement. Mais même Henri Loiret, ça s'était passé inaperçu. Et ainsi que Thomas Krenz, j'ai interviewé les deux durant la durée de ma thèse. Il n'était pas conscient de l'identité de la personne qui est à l'origine du projet et dont l'histoire, la micro-histoire, nous permet très concrètement d'ancrer le projet dans la consolidation ou dérive autoritaire. C'est-à-dire que c'est des régimes monarchiques autoritaires qui sont en train de devenir de plus en plus autoritaires. Plus ils importent, plus ils développent cette machine, plus ils importent ces marques culturelles du libéralisme, plus leur système politique, à eux, devient exclusif. Plus l'exclusion, qui est le principe clé de l'autoritarisme, se renforce. Et tu as parlé de ceux qui sont asservis intellectuellement. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que ce n'est pas eux qui font la promotion d'un rapport aux politiques? Est-ce que ce musée et tous les autres ne créent pas un désir d'autoritarisme? Il y a aujourd'hui un désir d'autoritarisme qui se développe, y compris au sein des régimes libéraux, démocratiques. Et ces projets sont des projets qui créent du désir. Il y a un désir d'Abu Dhabi, du Qatar, de Doha, qui s'est développé en France, en reposant justement sur une bonne prise en compte par ceux qui ont vraiment le pouvoir sur ces projets. C'est-à-dire une bonne compréhension de la nature politique de ces grandes puissances qui sont capables de leur de leur proposer une défense et une surveillance de leur propre population. Ils ont pleinement pris en compte, après 91, après la libération de Koweït, que ces trois pays capables de les défendre et de leur vendre la technologie
dont ils ont besoin pour le pétrole et pour surveiller leur propre population, que ces puissances étaient des régimes démocratiques. Et qu'il fallait étendre, au-delà du monde du pétrole et de l'armement, de Dassault et de Total, les réseaux de clients à ceux qui façonnent l'opinion publique pour atteindre cette classe moyenne qui vote, qu'elle soit française, américaine ou britannique. Et du coup, je me demande vraiment si il y a asservissement intellectuel de leur part ou si ce n'est pas plutôt leur rapport à la culture, à commencer par ce qui est le plus important dans la culture, le rapport au pouvoir, l'État, le mode d'administration du pouvoir, qui est en train de se diffuser. J'insiste là-dessus, hein, les New Public Management, la littérature sur les quasi-NGOs n'envisagent pas un cas aussi radical que ce que moi j'ai essayé de décrire à Abu Dhabi et au Qatar. C'est-à-dire, c'est comme si en France, on sait que par exemple le Grand Louvre a été également développé par une forme d'agence. Vous voyez, on dort avec beaucoup d'autonomie. Mais c'est comme si on avait donné le projet Grand Louvre dans les années 80 à des Chinois. À tous les postes même de conception du projet. Enfin, en l'occurrence, je n'ai pas pensé à ça, mais... En les invisibilisant aussi en parallèle. En invisibilisant qui? Les agents. Ah non, ceux qui sont invisibilisés dans cette opération, c'est la population nationale. Puisque là où se joue le pouvoir, c'est-à-dire l'administration de la violence tout de même, ça se joue avec les Français, les Britanniques et les Américains. Or, dans cette communauté où on fabrique vraiment le cœur du pouvoir, les nationaux sont exclus. Et règne l'idée qu'ils sont un bloc soudé derrière leur émir ou autour de leur émir. Il y a une expression très répandue dans le discours officiel local, dans toutes ces principautés, c'est « nous sommes tous suivis du nom de l'émir ». Kulna Tamim au Qatar, Kulna Khalifa, nous sommes tous lui. Et en fait, c'est faux. Dans les années 80, notre magistère intellectuel, qui est peut-être passé, culturel sur le monde, c'est-à-dire l'État moderne, l'État bureaucratique moderne, a donné de l'autonomie du pouvoir, a fragmenté en fait cette population nationale en créant cette classe moyenne à partir des segments de la population qui sont extérieurs aux familles régnantes. Or, avec ces projets, c'est cette idée de l'État moderne, bureaucratique, qui est en train de se dissoudre au Qatar et à Abu Dhabi, avec le concours de prestataires de services qui, ironiquement, viennent de ces trois mêmes États qui ont le plus participé à produire l'État moderne. C'est vraiment un désir, c'est une machinerie d'autoritarisme qui au début, c'est vrai que c'est amusant, tu as parlé de XVIIe siècle, moi j'ai pensé, je me suis dit à un moment donné, mais en fait ça c'est le château de Vaux-le-Vicomte local. Hein, et Ahmed El-Soueidi. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Parce que ce qui se joue sous Louis XIV, c'est quand même le développement déjà de cet État bureaucratique moderne. Absolument. Avec la fabrication. Mais qu'est-ce que c'est la noblesse de robe? Non, mais la noblesse de robe, les intendants, c'est déjà la fabrication les embryons d'un État centralisé. Or, ce qu'on voit à Abu Dhabi, c'est vraiment deux choses. C'est défaire l'idée de l'État moderne, l'État bureaucratique moderne, et la centralisation. Puisque ce Louvre Abu Dhabi, il est vraiment en dehors de la ville moderne. Que certains architectes urbanistes ont comparé, en incluant Abu Dhabi dedans, à une collage city, hein, de ces deux auteurs que vous connaissez tous. Voilà, moi j'ai besoin de relire leur nom à chaque fois. Non, je vais vous dire tout de suite, c'est Collage City, c'est Fred Cotter et Colin Rowe, donc fin des années 70. Collage City, c'est ça, Collage City, ils l'ont connu déjà et depuis longtemps. Collage City est là, c'est la ville moderne, c'est la Manhattan émirienne. Là, il y a Collage City, avec sur Collage City, la fondation culturelle qui mêle au Bauhaus, qui est quand même l'idée même de ne pas d'une architecture universelle, tout un tas d'éléments inspirés de l'ornementation islamique. C'est déjà Collage City est là en fait. Ce qui se développe en su ou en sus, je ne sais jamais s'il faut prononcer le S, de Collage City, qui se développe ici, vous voyez, dans toutes ces îles, mais aussi dans des zones poldérisées, parce que le Louvre Abu Dhabi, le Guggenheim sont des poldérisations sur des îles.
Ce qui se joue avec toutes ces nodosités, c'est la fabrication d'un autre système qui n'a rien à voir avec ce système-là. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'est une autre ville? En fait, non. C'est autre chose qu'une ville. Parce qu'ici, il n'y a pas de spatialisation de la communauté politique. La communauté politique, c'est des Français à Paris, des Britanniques à Londres, des Américains à New York et quelques membres de la famille régnante, et pas tous. Hein, tout ça n'est pas spatialisé. C'est pour ça que je préfère le mot de cité miroir plutôt que de ville miroir. Parce que la cité, pour moi, et vous avez peut-être beaucoup plus de choses à en dire que moi, hein, vous qui êtes architecte, historien de l'architecture, la cité, pour moi, de mon point de vue de politologue, elle sonne beaucoup plus politique que la ville. La ville, pour moi, c'est vraiment la spatialisation. Et du coup, je préfère parler de cité miroir. Et je me suis vu un jour dire, mais ça, c'est la ville duel, la dual city de Castells. Non, il y a une dual city qui est déjà là-dedans, avec les constructions modernistes qui ont été abandonnées, réinvesties par les travailleurs pauvres du sous-continent indien, et puis la population émirienne qui s'est regroupée dans des zones pavillonnaires à l'américaine un peu plus bas. Ça, c'est déjà, la ville moderne est déjà une dual city. Et la cité miroir contient elle aussi son principe de dual city. La question, c'est de savoir si dans cette dual city, qui est soumis à qui. Et il me semble vraiment que c'est ce qui va le plus à l'encontre de la reprise du mot colonial, recolonisation. C'est qu'en fait, si déplacement du rapport de force il y a entre ces anciennes périphéries de l'Europe et l'Europe aujourd'hui, ce déplacement avec ce type de projet, il est en leur faveur et pas du tout en faveur des Européens. Mais le prestige qu'ils achètent est un prestige occidental. Les œuvres d'art sont des œuvres occidentales. Le nom de la marque de fabrique est un nom occidental. Non, donc c'est mondialisé. D'accord, mais il y a du symbolique occidental derrière. C'est mondialisé et ça permet à ces États, qui sont tout de même des petits États, de se projeter immédiatement au-devant de la vitrine de la mondialisation. Et là, peu importe Occident, Orient, tout ça se dissout. Mais tout ça n'a rien de mondial. La cité miroir n'est faite que pour 3 pays occidentaux. Effectivement, moi, j'aime pas utiliser le mot occidentaux parce que bon, après, il faut en parler, le définir. Mais cette cité miroir, elle est faite pour les Français. En fait, c'est une cité miroir pour le monde euro-américain. Et des dispositifs de distribution des pétrodollars, ils en ont d'autres types en direction de la Chine, en direction de l'Afrique, en direction du monde arabe. Voilà. En fait, il n'y a rien de mondial dans cette affaire. Si je veux vous partager avec vous un fort sentiment que j'ai eu, parce que je suis parti là-bas dans un cadre quand même où on nous parle beaucoup de la ville mondialisée, du global. Or, moi, ce que j'ai vu n'avait rien de global à partir de ces projets de musée. Au contraire, c'était très dirigé. Dirigé, et en fait, on a vu, le monde vu depuis le Louvre Abu Dhabi reste effectivement très ancré dans l'expérience des empires coloniaux, mais en vue d'inverser quelque chose. Et dans les relations avec l'Iran, avec l'Inde, avec la Chine, avec la Turquie, qui sont les grandes puissances émergentes de l'Asie, en dehors peut-être de l'Arabie Saoudite, ben, ça se joue ailleurs, en dehors de cette cité miroir. Ça ne se joue pas avec elle. Mais est-ce qu'il y a des retombées au niveau de la population, au niveau de cette espèce de classe moyenne qu'on appelait avant la bourgeoisie, qui a l'air spectrale dans votre présentation? Est-ce que malgré tout, ils sont fréquentés?